Questions orales, oral questions. The honourable member for Regina Capel. Le député de Regina Capel. Monsieur le Président, notre Parti conservateur a approuvé 4 grands projets de l'éoduc qui ont créé des emplois dans toutes les régions du pays. Hier, le Premier ministre a montré aux centaines de milliers de chômeurs du pays que le gouvernement libéral ne comprend pas le problème. Le Premier ministre compte multiplier les tracasseries administratives et changer constamment les règles du jeu. Le Premier ministre avouera-t-il qu'avec ce nouveau processus, il veut tout simplement bloquer les projets créateurs d'emplois dans l'industrie de l'énergie? Le Premier ministre, au 21e siècle, la seule façon de faire construire de grands projets comme des pipelines, c'est de le faire de façon responsable et respectueuse de l'environnement. C'est ce que nous ont appris les 10 ans de règne conservateur. Le député de Regina Capel. Monsieur le Président, il semble que le Premier ministre va dévaster l'économie de l'Ouest avec son propre programme national de l'énergie. Nous sommes saisis aujourd'hui d'une motion conservatrice qui témoigne de notre soutien pour les Canadiens au chômage. Les milliers de familles qui ont perdu leur emploi ont besoin d'un champion qui défendra les projets qui leur donneront du travail. Le Premier ministre a promis davantage de vote libre. Est-ce qu'il permettra à ses députés de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Nouveau-Brunswick de défendre leur province? Est-ce qu'il permettra aux députés de Wascana de voter comme ils l'entendent? Le Premier ministre. La motion présentée par les députés d'en face ne fait que ressasser les politiques des 10 dernières années contre lesquelles les Canadiens ont voté. Et nous voterons contre cette motion aujourd'hui. Le député de Regina Capel. Vous ne pouvez pas créer des emplois en inventant de nouveaux obstacles et barrières. Le plan libéral dévoilé hier ne fait rien pour rationaliser le processus d'examen ou de le rendre plus efficace. Il y a des centaines de milliers de familles qui sont désespérées. Le projet NRJS serait bon pour l'économie du Québec. Pourquoi est-ce que le Premier ministre se soucie davantage de l'opinion des célébrités plutôt que de celle des gens qui sont au chômage? C'est honorable, Premier ministre. Monsieur le Président, même après 10 ans d'échec du Parti conservateur, ils ne comprennent pas que nous ne pouvons pas créer des projets sans avoir l'approbation communautaire, le partenariat avec les Premières Nations et une rigueur scientifique qui va rassurer les Canadiens. Ils refusent d'accepter que leur approche ne fonctionne pas. Les Canadiens et d'ailleurs les Albertains méritent mieux que ce qu'ils offrent. La députée de Portage-Lisgar. Monsieur le Président, hier, le gouvernement libéral a dit que les émissions de gaz à effet de serre direct et en amont seraient incluses dans le processus d'évaluation temporaire. Puis la ministre a annoncé que les émissions en aval seraient aussi prises en compte. Est-ce que la ministre s'est trompée? Est-ce que vous confirmez que les émissions en aval ne seront pas prises en compte dans le processus de transition annoncé hier ou dans le processus permanent qui sera annoncé plus tard? La ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je veux qu'il soit bien clair que nous prenons très au sérieux nos obligations en matière de lutte contre le changement climatique. Nous l'avons dit que le processus de transition prendra en compte les émissions de gaz à effet de serre. Et je suis ravie d'annoncer qu'aujourd'hui, je rencontrerai mes homologues. Nous allons commencer à élaborer notre plan national de lutte au changement climatique. Le député de Portage-Lisgar. Monsieur le Président, encore de l'incertitude pour les gens dont l'emploi est en jeu, malheureusement. Et il y a encore une question où plane la confusion. Hier, le gouvernement a annoncé d'autres obstacles pour Kinder Morgan et Energy Est. Les libéraux ont aussi dit que le ministre examinerait tous les projets évalués par l'ONE et pour déterminer si d'autres examens s'imposent. Il me semble que ça, c'est de l'ingérence. Est-ce que le ministre peut nous dire comment il déterminera quels autres projets créateurs d'emplois devront être retardés ainsi? Le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, hier, nous avons offert aux Canadiens une nouvelle image. L'image de la ministre de l'Environnement et du ministre des Ressources naturelles
côte à côte, sur la même longueur d'onde, parlant de l'exploitation durable des ressources naturelles du Canada. Depuis, bien des Canadiens nous ont dit, des leaders des provinces, des leaders de l'industrie, des écologistes et d'autres, que c'est l'approche à privilégier et qu'à long terme, c'est la seule façon d'exploiter nos ressources. Le député d'Outremont. Monsieur le Président, la semaine prochaine, le Premier ministre compte signer un accord commercial négocié par les conservateurs en secret. Et en dépit d'avoir réclamé de la transparence avant les élections, les libéraux n'ont toujours pas rendu public l'étude d'impact économique. En fait, ils nous disent qu'ils n'ont pas trouvé l'étude d'impact économique du partenariat transpacifique. D'autres études indépendantes laissent entendre que le PTP pourrait mener la disparition de 60 000 bons emplois au Canada. Pourquoi le premier ministre est-il prêt à signer cette entente sans connaître l'incidence sur des dizaines de milliers d'emplois au Canada? Le premier ministre. Monsieur le Président, les échanges commerciaux créent de l'emploi pour la classe moyenne et la croissance économique. Voilà pourquoi nous préconisons les échanges commerciaux. Dans le cadre du partenariat transpacifique, nous avons toujours dit que nous allions consulter les Canadiens et donner aux parlementaires la chance de discuter de l'incidence de cette entente sur leur région. Nous ne voulons pas mettre fin au débat, alors nous allons d'abord le signer pour ensuite en discuter et éventuellement le ratifier ou non. Mauvais pour les agriculteurs et mauvais pour les créateurs. Alors que l'économie va déjà mal, c'est près de 60 000 bons emplois qui sont en jeu avec la signature du partenariat transpacifique. Pour quelqu'un qui a été élu sous une promesse d'ouverture et de changement, le premier ministre n'a apparemment aucun problème à signer un accord négocié en catimini. Les Canadiens savent que lorsqu'on signe un accord, on signifie notre intention d'en faire partie. Est-ce que ça arrive souvent au premier ministre de signer quelque chose avec lequel il n'est pas complètement d'accord? Très honorable Premier ministre. Encore une fois, Monsieur le Président, ça me donne une occasion d'expliquer une différence de fait aux membres opposés, d'expliquer que de signer et de ratifier, c'est deux choses entièrement différentes. Et si on allait pouvoir discuter et étudier cette proposition, il va falloir qu'on passe à la prochaine étape pour justement qu'il ait la chance de monter ses arguments ici en Chambre. On veut continuer la discussion, c'est pour ça qu'on va signer. Bravo. Le député d'Outremont. Monsieur le Président, des milliers de familles canadiennes en arrachent. Ils n'ont pas d'emploi, pas de droit à l'assurance-emploi et pas de logement adéquat. Mais selon le ministre du Développement social, ces Canadiens risquent d'être obligés d'attendre. Les inégalités augmentent dans notre société, mais le gouvernement a choisi de donner en priorité une réduction d'impôts aux mieux nantis. Est-ce que le premier ministre est d'accord avec son ministre que bien des gens vont être tout simplement obligés d'attendre? Premier ministre. Depuis le 1er janvier 2016, des millions de Canadiens reçoivent des plus grands chèques de paie à cause de notre réduction sur le taux d'imposition de la classe moyenne. Pour payer pour cette réduction de taux d'imposition, on a augmenté les impôts sur le 1 %. C'est une proposition qui me surprend encore que le NPD n'appuie pas parce que justement, d'en demander à ceux qui réussissent d'en faire un petit peu plus pour ceux qui en ont besoin, c'est un principe sur lequel, normalement, on est tous d'accord. Honorable député d'Outremont. Voici les faits, Monsieur le Président. Depuis les élections, ce sont les allègements fiscaux pour les riches qui sont devenus prioritaires, car si vous faites 200 000 par année, vous obtenez le maximum. Une famille qui gagne 45 000 elle n'obtient rien. Mais les aînés à faible revenu ont aussi du mal à joindre les deux bouts, et ce, en dépit des promesses des libéraux pendant la campagne, dis-je, selon lesquelles ils allaient augmenter immédiatement le supplément de revenu garanti. Mais la ministre du Développement social a dit que certaines choses devraient attendre. Alors, est-ce que c'est immédiatement ou meilleure chance la prochaine fois? Le premier ministre. Monsieur le Président, les Canadiens nous ont élus et nous ont donné un mandat clair. Aider la classe moyenne, aider les aînés, aider ceux qui
qui sont dans le besoin. Et c'est précisément ce que nous allons faire. Le ministre des Finances va présenter un budget qui comprendra de l'aide pour les aînés, de l'investissement dans l'infrastructure et la croissance pour la classe moyenne. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est une mauvaise journée pour la démocratie canadienne et la reddition de comptes. Voilà que ce matin, le gouvernement a annoncé qu'il allait abroger 2 lois fondamentales pour les travailleurs. Tout d'abord, la loi qui permet le vote secret des syndiqués et l'autre, la reddition de comptes des grands patrons du syndicat. En fait, c'est clair, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le Parti libéral a dit merci aux grands patrons des syndicats pour avoir dépensé des millions de dollars contre le Parti conservateur. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité du Parti libéral. Mais, Monsieur le Président, comment le gouvernement peut être d'accord avec un manque de démocratie, avec un manque de reddition de comptes? C'est tout à fait inacceptable. Oui. Minister of Employment. Thank you, Mr. Speaker. Merci, Monsieur le Président. C'était un plaisir pour moi de corriger les fautes du passé. Plus tôt aujourd'hui, j'ai déposé ici à la Chambre un projet de loi qui abrogera les lois 377 et 525 qui constituaient des attaques à l'endroit du mouvement syndical. Notre gouvernement compte... Honorable député de Louis-Saint-Laurent. Monsieur le Président, quand on a de la misère à répondre, c'est parce que justement, on a des problèmes avec la transparence et la reddition de comptes de la démocratie. Parce que justement, Monsieur le Président, on en apprend une bonne ce matin. Hein? Voilà que le commissaire aux élections fédérales nous apprend que l'Association unie locale 524 a fait une contribution non monétaire au PLC, ce qui est interdit parce qu'elle était un donateur inadmissible. Alors, Monsieur le Président, en agissant de la sorte, en voulant abaisser les normes de démocratie de reddition de comptes, combien d'autres fling-flang comme ça ne seront jamais rendus publics? Le ministre de l'Emploi. J'ai le plaisir d'informer la Chambre que nous avons déposé 2 projets de loi en réaction aux attaques contre le mouvement syndical qui étaient injustifiées et non démocratiques. Personne n'avait réclamé ces mesures législatives, pas même les employés syndiqués. En abrogeant ces lois, nous restaurons l'équilibre et l'équité. Le député de Foothills. Monsieur le Président, il est évident que la ministre ne comprend pas ses priorités parce qu'il a été révélé aujourd'hui que les libéraux ont reçu des dons illégaux de syndicats pendant les élections. Et ce matin, la ministre a renvoyé l'ascenseur à ses amis syndicalistes. Elle a annoncé que le gouvernement libéral éliminera la transparence et la reddition de comptes dans les syndicats. Le gouvernement n'avait nullement l'intention de remplir ses promesses de reddition de comptes et de transparence. Pourquoi est-il plus important de récompenser les dirigeants syndicaux que d'aider les chômeurs canadiens? Le leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, le député sait très bien qu'une bonne politique publique et une bonne loi, ça n'a rien à voir avec un accident qui s'est produit pendant la campagne électorale. Soyons clairs, Monsieur le Président. Au moment même où cela nous a été signalé, le parti a respecté la loi, a remboursé le receveur général et le syndicat en question a signé une entente de conformité. Les députés d'en face, eux, ont eu beaucoup de mal à en faire autant. Yesterday was really good, folks. Hier, ça s'est très bien passé. Ne l'oublions pas. Poursuivons la tendance. Il est certain que certaines choses ne nous plaisent pas, mais bon, c'est comme ça pendant la période de questions. Alors, un peu de maîtrise de soi. Le député de Foothills. Monsieur le Président, ce qui est un peu plus clair
C'est pourquoi la priorité des libéraux, c'est de récompenser les chefs syndicaux. Nous avons appris qu'un syndicat avait fait un don illégal à la campagne libérale. Il n'est pas étonnant que les libéraux veuillent cacher cette information en abrogeant les lois qui ont imposé la transparence et la reddition de comptes aux dirigeants syndicaux. Pourquoi les libéraux ont-ils tant de temps pour défendre les chefs de syndicats alors qu'ils ne semblent pas avoir le temps nécessaire pour aider les Albertains à trouver du travail? Le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Il semble que l'ancien gouvernement, lui, a passé beaucoup de temps à lancer des attaques injustifiées contre les syndicats. En l'occurrence, il s'agit d'un projet de loi qui attaquait les syndicats et qui rendait plus difficile la certification et l'annulation de la certification des syndicats. C'est injuste et il était donc impérieux d'abroger ces mesures. Le député de Thornhill. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, le gouvernement semble déterminé à normaliser les relations avec le régime iranien. Le ministre des Affaires étrangères a-t-il peut-être entendu les dernières déclarations du chef suprême de l'Iran hier? C'était la journée de commémoration de l'Holocauste. Et c'est cette journée que le leader suprême a décidé de remettre en question la Shoah. Comment le ministre peut-il vouloir renouer ses liens avec un régime qui réclame la destruction d'Israël? La secrétaire parlementaire aux Affaires étrangères. Je remercie le député que j'ai pu rencontrer hier soir. Et comme l'a dit le ministre Dion, le gouvernement, Excusez-moi. J'ai nommé le ministre ce que je ne devais pas faire. Alors, comme l'a dit le ministre, le Canada doit être beaucoup plus actif sur la scène internationale qu'auparavant. Et cette participation prend différentes formes. Nous estimons qu'il ne faut pas être d'accord avec toutes les politiques de l'Iran pour entretenir certaines relations avec ce régime. C'est seulement une voie vers un dialogue qui pourrait mener à la fin des violations des droits de la personne et à une plus grande sécurité. Je rappelle à ceux qui sont prêts à donner des conseils qu'il ne faut pas nommer ses collègues. Le député de Thornhill. Monsieur le Président, le gouvernement a, semble-t-il, de vagues intentions de lever les sanctions contre l'Iran, mais il nous faut des réponses précises. Quelles sont les prohibitions imposées au régime iranien que le Canada veut supprimer? Les États-Unis, eux, ont imposé de nouvelles sanctions par suite des tests de missiles balistiques. Est-ce que le Canada envisagera d'autres façons de punir l'Iran? Parce qu'après tout, l'Iran est un commanditaire du terrorisme. Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. Nous passons en revue les sanctions que nous avons imposées à l'Iran et dans le cadre de cet examen, nous assurons avec rigueur que la levée des sanctions ne donnera pas lieu à des échanges commerciaux concernant des armes ou des biens délicats. Mais comme les États-Unis, comme l'Europe et comme le Japon, nous voulons avoir des relations avec l'Iran parce que notre politique étrangère se fonde sur le dialogue, contrairement au gouvernement antérieur. Cartier-Mascalanger. La ministre de l'Environnement va rencontrer ses collègues provinciaux pour parler des changements climatiques. Or, depuis son retour de Paris, la ministre n'a pas encore indiqué c'est quoi les seuils ici au Canada. Hier, la ministre a annoncé que l'impact sur les changements climatiques fera partie de l'évaluation des projets de pipeline sans indiquer les seuils acceptables d'émissions de gaz à effet de serre. Monsieur le Président, est-ce que la ministre peut confirmer si le gouvernement va présenter des cibles ambitieuses ou continuer avec les mêmes cibles que les conservateurs? Bravo. Honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, Monsieur le
Monsieur le Président, je remercie ma collègue pour son question. C'est très important que nous avons un plan pan-canadien pour s'assurer qu'on s'attaque au changement climatique. C'est ça ce que nous faisons. Je suis très heureuse que je vais être aujourd'hui avec mes homologues autour du pays pour parler de ce plan. Merci, Monsieur le Président. Le député de Skinnabalk Valley. Monsieur le Président, en décembre, à la conférence sur le climat à Paris, le gouvernement s'est engagé à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré. Hier, la ministre a annoncé que l'évaluation des oléoducs comprendra un critère climatique, mais n'a pas pu dire comment ce critère s'appliquerait. Ce critère ne compte, Monsieur le Président, que si on sait à quoi il s'applique. La ministre sait très bien que les mesures provinciales actuelles ne suffiront pas à atteindre l'objectif très peu ambitieux du Canada. La ministre peut-elle nous dire à quoi servira ce critère si on n'a pas des objectifs clairs? La ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Je remercie le député de s'être joint à moi à Paris pour la conférence sur le climat. Je le remercie aussi de ses observations très utiles. Nous sommes déterminés à agir contre le changement climatique. Voilà pourquoi, lors de ma rencontre avec mes homologues aujourd'hui, nous discuterons d'un plan pan-canadien. Il serait irresponsable de se fixer de nouveaux objectifs sans avoir consulté les provinces et territoires comme l'ont fait les conservateurs. Monsieur le Président, hier, les économistes de la Banque nationale ont annoncé que le déficit fédéral atteindrait 50 milliards de dollars pour les 2 prochaines années. Il est décevant de constater que l'actuel ministre des Finances croit et applique encore les vieilles théories keynésiennes à l'effet que plus de dépenses de l'État va amener plus de prospérité. Les Canadiens, eux, savent que ce n'est pas en dépensant de l'argent que nous n'avons pas que le pays va s'enrichir. Et je demande au ministre des Finances pourquoi appliquer de vieilles théories et endetter le gouvernement davantage dans des déficits qui ne créeront pas de richesse. Honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, nous savons maintenant que notre niveau de croissance économique est plus bas que prévu. Et de cette façon, c'est très important que nous avons un programme pour améliorer notre situation. Nous avons commencé avec une réduction des impôts pour la classe moyenne et de cette façon, 9 millions de Canadiens avec plus d'argent dans leur poche. La deuxième étape va être aussi bien pour l'économie et ça va être notre introduction de l'allocation canadienne aux enfants qui va aider 9 familles sur 10 et qui va aider centaines de milliards des enfants qui vivent en pauvreté. Merci. Bravo. Député de Beauce. Monsieur le Président, le ministre des Finances n'a plus aucune crédibilité puisqu'en campagne électorale, il disait que les baisses d'impôts allaient être nulles pour l'État canadien et aujourd'hui, tous les Canadiens savent que c'est un ajout d'1,7 milliard de dollars qu'on additionne au déficit libéral. Monsieur le Président, si le gouvernement veut créer de la richesse, il devrait commencer par créer les conditions économiques qui vont être constantes et productives pour les entrepreneurs et les entreprises et non pas endetter le Canada avec une spirale d'endettement sans fin. Ce n'est pas la solution. Il faut contrer les dépenses publiques à la place. Honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, nous avons un plan pour faire croître l'économie et nous l'avons déjà amorcé. Dans notre budget 2016, nous allons introduire les investissements dans l'infrastructure qui va nous aider à faire croître l'économie et d'être une seule chose pour être certain qu'on peut améliorer notre niveau de croissance économique. Bravo. Le député de Brantford-Brant. Monsieur le Président, mardi, le secrétaire parlementaire aux Finances s'est trompé quand il a dit que son gouvernement avait hérité d'un déficit. Son propre ministère déclare que d'avril à octobre, le gouvernement fédéral a affiché un excédent budgétaire de 600 millions de dollars. C'est noir sur blanc sur le site Web et c'est public. Nous, les conservateurs, avons laissé un surplus. Est-ce que le secrétaire parlementaire, quand il a répondu à ma question, a délibérément trompé la Chambre? Et si tel est le cas, est-ce qu'il corrigera son erreur et présentera-t-il des excuses? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, en décembre, j'ai fait une mise à jour financière et économique qui
décrivait clairement la situation dont nous avions hérité. Nous avons hérité d'un déficit de 3 milliards de dollars. 10 années de faible croissance nous ont mené à une situation qui nous empêche de faire les investissements pour assurer la croissance économique. Nous avons un nouveau plan qui nous mènera à relancer l'économique et ce, dans l'intérêt de tous les Canadiens. Le député de Brantford-Brant. Monsieur le Président, c'est choquant d'entendre ce déni. Les libéraux ne peuvent même pas comprendre leurs propres chiffres. Son ministère rapporte des excédents de 600 millions de dollars pour les 6 premiers mois de 2015. Le directeur parlementaire du budget a prévu un excédent de 1,2 milliard pour l'année. Mais le ministre des Finances et son secrétaire parlementaire semblent travailler à partir de chiffres différents. Il s'agit de l'argent des contribuables et les Canadiens méritent la transparence. Le secrétaire parlementaire peut-il expliquer où il a obtenu ces chiffres? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, les Canadiens ont décidé en octobre qu'ils méritent la transparence. Ils ont élu un nouveau gouvernement qui s'est engagé à être juste, ouvert et transparent. Nous avons immédiatement fait une mise à jour des chiffres afin que les Canadiens puissent comprendre la situation dans laquelle nous sommes réellement. On a vu une détérioration continue de notre situation économique qui résulte de 10 années de mauvaise politique. On peut maintenant passer à de nouvelles politiques qui vont faire une réelle différence pour l'avenir du pays. Député David Tibi, Bay James, Nunavik, EU. Merci, Monsieur le Président. Pendant des années, le gouvernement fédéral a systématiquement discriminé les enfants autochtones. Pour mettre en œuvre la décision de cette semaine, des actions concrètes doivent être prises maintenant. Un changement de culture doit s'opérer partout, maintenant dans tout l'appareil gouvernemental. Or, Monsieur le Président, il y a encore des recours devant les tribunaux pour l'accès à l'éducation, pour l'accès aux soins de santé. Quelles actions concrètes le gouvernement a-t-il prises depuis mardi pour enfin respecter les droits des enfants autochtones? Le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires autochtones. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue de sa question. Nous comprenons qu'il y a eu sous-financement chronique pour les enfants des Premières Nations. Nous en sommes préoccupés et pour la première fois, notre gouvernement est dans une position pour prendre des mesures. Monsieur le Président, nous nous sommes engagés à investir davantage dans les enfants des Premières Nations au Canada. Ainsi, eux aussi pourront avoir des occasions égales à celles des autres enfants canadiens. Le député de Timmins Bay James. Monsieur le Président, le tribunal a rendu sa décision sur la discrimination et les gens de Santé Canada ont dit à une fille qu'il n'allait pas payer pour une chirurgie. Elle a aussi besoin de gouttes spéciales pour sauver sa vision. Le fonctionnaire a dit absolument pas. Je me demande comme parent comment c'est possible. Que pense faire la ministre de la Santé pour améliorer la situation pour cette fille et tous les enfants à qui on refuse toujours les droits de base à tous les jours? La ministre de la Santé. Monsieur le Président, cette Chambre a entendu à plusieurs reprises que notre gouvernement s'est engagé à rétablir la situation pour les personnes âgées, ou plutôt les personnes autochtones. Je vais certainement examiner la situation que m'a décrit le député et je vais redonner des nouvelles à la Chambre sur les mesures suivies. Monsieur le Président, les travailleuses et les travailleurs de ma circonscription d'Avignon, la Métis Matane-Matapédia, ont vu leurs droits brimés pendant une dizaine d'années à cause de l'approche antisyndicale des conservateurs. Est-ce que la ministre de l'Emploi, du Développement et de la main-d'œuvre et du Travail peut partager avec cette Chambre les mesures qu'entreprend notre gouvernement afin de mieux protéger les droits des travailleurs et des travailleuses? Merci. Ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravie d'informer la Chambre qu'aujourd'hui, nous avons annoncé des mesures législatives pour abroger 2 projets de loi qui s'attaquaient aux
mouvement syndicaliste. Ces deux projets de loi vont rétablir l'équilibre et la justice. Nous allons encourager l'économie et c'est ce que visent tous les députés en cette Chambre. Le député de Calgary-Nose Hill. Monsieur le Président, hier, le ministre a dit que, relativement aux réfugiés syriens, le gouvernement avait donné de l'information au département de la sécurité intérieure et on a dit aussi qu'il y avait des lignes de communication ouvertes avec la Chambre-Blanche, la Maison-Blanche. Qu'a donné comme information le gouvernement et des préoccupations ont-elles été soulevées et, le cas échéant, par qui? Le ministre de la Sécurité publique, Monsieur le Président, très tôt dans le processus, alors qu'on préparait l'initiative pour les réfugiés syriens, nous avons communiqué de façon régulière avec l'administration américaine. Ils ont posé des questions et nous avons pu y répondre de façon satisfaisante. Les lignes de communication demeurent ouvertes à ce jour. Si les Américains ont des préoccupations, ils peuvent les soulever et nous allons leur répondre, comme c'est le cas d'ailleurs. Merci, Monsieur le Président. Le député de Calgary-Nose Hill. Monsieur le Président, l'article 94 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés exige que le gouvernement dépose annuellement un rapport qui comprend les objectifs en matière d'immigration. Même en 2008, alors qu'une élection générale a eu lieu en octobre, le rapport a été déposé le 28 novembre de cette année-là. Aujourd'hui, nous sommes le 28 janvier, 2 mois plus tard, et ce rapport n'a pas été déposé. Le gouvernement reporte-t-il son dépôt parce qu'il va démontrer une réduction des niveaux de candidats provinciaux et de catégories d'immigration économique? Monsieur le Président, je remercie la députée de sa question. Je tiens à la rassurer. Les niveaux seront présentés au Parlement bien avant la date limite. Nous y travaillons. Ce qui en ressortira, c'est une augmentation inacceptable des temps de traitement, surtout pour les conjoints, et c'est l'une des choses qui va ressortir de notre plan, c'est-à-dire des efforts pour réduire ces temps de traitement qui ont augmenté pendant les 10 années de pouvoir des conservateurs. Le député de Markham-Unionville. Monsieur le Président, les réfugiés syriens sont abandonnés par le gouvernement. Ils sont pris dans de l'hébergement à l'étroit. En Londres, en Ontario, l'un des hôtels où ces réfugiés sont hébergés est situé à côté d'un club d'effeuilleuses. Le ministre peut-il dire aux Canadiens combien cet hébergement coûte aux contribuables? Le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je peux rassurer le député. Mon gouvernement examine toutes ces questions. Je crois que un réfugié de la Syrie nous a fait le meilleur résumé. Il reste dans un hôtel de Toronto et il a fait la déclaration suivante. Moi, je suis ravie d'être ici. La petite chambre que j'avais au Liban n'était pas sécuritaire. Je souffrais au Liban. Comparativement, c'est le paradis ici. Évidemment, nous voulons nous établir rapidement, mais l'attente est acceptable. C'est ce qu'a dit un réfugié. C'est une très bonne réponse. J'encourage les députés à contribuer et à maintenir l'ordre en choisissant bien leurs mots. Le député de Markham-Unionville. Monsieur le Président, le Premier ministre a dit que l'accueil de 25 000 réfugiés syriens au Canada n'était qu'une question de volonté politique. Eh bien, du 1er novembre au 14 décembre 2015, le gouvernement a fait venir un grand total de 105 réfugiés syriens parrainés par le gouvernement. Le ministre peut-il expliquer pourquoi il a manqué à sa principale promesse électorale et pourquoi il trouve normal que des réfugiés passent des semaines dans un hôtel? Le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, on a l'impression que les conservateurs ont de la difficulté à comprendre si on va trop vite ou trop lentement. Mais comme je l'ai dit aux Canadiens à plusieurs reprises, il est plus important de bien faire les choses que de les faire rapidement.
et nous faisons certainement bien les choses en matière de sécurité et de santé. Je peux rassurer les Canadiens, les 25 000 réfugiés syriens seront en sol canadien avant la fin de février. Laurier-Sainte-Marie. Monsieur le Président, libéraux et conservateurs ont avalisé des milliers de prises de contrôle de nos compagnies par des intérêts étrangers. Récemment, Allstream, une compagnie canadienne possédant un réseau de fibre optique où circulent les données confidentielles de milliers de Canadiens, a été vendue à une entreprise américaine. La conséquence, c'est que des informations sensibles seront maintenant sous surveillance américaine. Pourquoi est-ce que le gouvernement a autorisé cette vente sans même avoir fait une revue sur la base de notre sécurité nationale? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation. Je sais que l'honorable membre ne faisait pas partie de l'équipe qui a formé le gouvernement après les élections du 19 octobre. Alors peut-être elle n'est pas au courant du fait que chaque investissement de l'étranger d'une compagnie canadienne fait face à une revue rigoureuse par l'investissement Canada, l'acte de l'investissement du Canada. Alors, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet-là, parce que selon la disponibilité de cette loi-là, je ne peux pas aller dans des confidences commerciales, Monsieur le Président. Le député de Churchill, Kewatikuk. Monsieur le Président, les libéraux et les conservateurs ont approuvé de nombreuses prises de contrôle. Il semble que le nouveau gouvernement fera de même. Allstream a un réseau de fibre optique où circulent des données confidentielles de nombreux Canadiens. Mais les libéraux n'ont rien fait alors que la compagnie était vendue aux Américains, ce qui met les données à risque. Le gouvernement précédent a bloqué des tentatives précédentes en raison de préoccupations en matière de sécurité. Pourquoi le ministre refuse-t-il de faire un examen pour protéger les Canadiens? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, la vérification de sécurité fait partie du processus. C'est inclus dans la loi. Le gouvernement du Canada suit la loi. Le député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. En 2010, le gouvernement conservateur précédent a adopté des mesures législatives pour veiller à ce que les prédateurs sexuels reconnus coupables ne puissent jamais demander un pardon. Cette semaine, les Canadiens ont été horrifiés de voir qu'un célèbre violeur d'enfants en série a obtenu la semi-liberté. Le ministre de la Sécurité publique a indiqué que le gouvernement facilitera le processus de pardon pour ces criminels. Monsieur le Président, pourquoi le gouvernement libéral ferait-il cela? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, la sécurité publique est toujours prise en compte. Nous examinons les changements qui ont été faits par le gouvernement précédent relativement au temps d'attente, relativement aux frais à payer, pour voir si c'est une administration efficace de la politique. Nous allons voir aussi ce qui s'est passé avec ça. Nous allons aussi fonder notre décision sur la preuve et non pas sur l'idéologie. Le député de Saint-Albert-Edmonton. Monsieur le Président, les survivants de Graham James, un autre prédateur sexuel d'enfants, n'ont jamais oublié les crimes qu'ils ont subis. Monsieur le Président, on a eu un rappel cette semaine lorsque Graham James a obtenu la libération conditionnelle. Pourquoi le gouvernement défend-il des criminels comme Graham James au lieu de leurs victimes? Le ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, la question soulevée récemment relativement à James, c'est une question de libération conditionnelle et non pas de pardon. J'indiquerai à la Chambre que le pardon accordé précédemment à ce délinquant découlait d'une décision du gouvernement précédent. Le député de Saint-Albert-Edmonton. Monsieur le Président, 16 enfants adoptés par des familles canadiennes sont à la République démocratique du Congo. Ces familles attendent des visas de sortie, mais la République du Congo refuse de les émettre. Maintenant, le Parlement congolais est saisi de mesures législatives qui pourraient forcer ces familles à attendre encore plusieurs années. Le premier ministre va-t-il appeler le président Kabila et demander 16 visas de sortie?
le secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères. Monsieur le Président, je remercie le député de sa question. C'est une question importante dont notre gouvernement est saisi. Notre ministre a communiqué avec le ministre de la République du Congo. Nous allons continuer de surveiller la situation et nous allons faire un suivi pour veiller à ce que tout changement soit signalé à la Chambre. Le député des Territoires du Nord-Ouest. Monsieur le Président, des résidents de ma circonscription, de même que d'autres régions du nord du Canada, vivent avec des coûts de la vie qui sont très élevés. On peut relever le défi grâce à des changements fiscaux. Le ministre du Revenu national peut-il dire à la Chambre quel engagement est pris pour avoir une déduction pour les résidents du Nord? Les électeurs de Gaspésie, les îles de la Madeleine, qui m'ont accordé leur confiance pour les représenter. Je remercie mon collègue des Territoires du Nord-Ouest pour sa question. Telle que stipulée lors de la campagne électorale, la hausse de la déduction pour les habitants des régions éloignées est une priorité. Le Nord canadien et les gens qui y habitent peuvent compter sur notre gouvernement afin que les familles habitant les régions éloignées contribuent et bénéficient de la croissance économique canadienne. Merci, Monsieur le Président. Député de Portneuf, Jacques Cartier. Monsieur le Président, le 15 janvier dernier, 6 Canadiens de la région de Québec ont perdu la vie dans un attentat terroriste au Burkina Faso. Depuis le début de ce drame, le gouvernement n'est pas à la hauteur. Aucun représentant n'était présent à la vigile tenue en mémoire de ces victimes. Hier, le ministre de la région de Québec a refusé de confirmer sa présence ou celle d'un représentant de son gouvernement aux funérailles. Les citoyens de la région de Québec ont bien hâte que ce gouvernement s'intéresse enfin à eux, tout en respectant la volonté des familles. Le ministre peut-il sauver la face de son gouvernement et nous confirmer que lui, le premier ministre ou un de ses collègues ministres seront aux funérailles? Le ministre du Développement social. Merci, Monsieur le Président. Merci à mon collègue de poser cette question, ce qui me donne l'occasion, Monsieur le Président, de souligner à quel point je, personnellement, et le gouvernement canadien ont été émus par la tristesse et la souffrance de ma famille à Québec, dans un contexte où les décès se sont produits dans des circonstances extrêmement difficiles, à des milliers de kilomètres de leur lieu de résidence. Ça a été une tragédie pour les familles et les amis, pour toute la région de Québec et pour tout le gouvernement canadien. Merci. Honorable député de Jonquière. Merci, Monsieur le Président. Hier, le premier ministre a rappelé à cette Chambre qu'il s'était engagé à instaurer un moratoire sur les changements à Poste Canada. C'est bizarre, parce qu'on se souvient qu'en campagne électorale, le premier ministre, debout devant le maire Denis Coderre, a dit, et je cite, « Nous nous engageons à restaurer le système postal à domicile. » La ministre va-t-elle respecter la parole du premier ministre et restaurer la livraison du courrier à domicile ou est-ce une promesse brisée? La ministre de l'Approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. Je remercie ma collègue de sa question. Nous nous sommes engagés à procéder à une évaluation indépendante. Nous allons examiner tous les aspects de Post Canada. Ce sera fait de façon indépendante. Je ne peux pas imaginer que ma collègue s'y oppose. Il est important d'avoir un service qui offre les services auxquels les Canadiens s'attendent, et ce, à un coût raisonnable. Monsieur le Président, lors de la campagne, j'étais fier de notre engagement de faire en sorte que la résidence permanente soit octroyée sans délai aux épouses et époux qui sont parrainés pour immigrer au Canada. De nombreux citoyens de ma circonscription espèrent ces changements réglementaires pour retrouver leur être cher qu'ils n'ont parfois pas vu depuis des années. Le ministre de l'Immigration peut-il nous informer de son intention en ce qui a trait à cette question? Ministre de l'Immigration. Je remercie mon collègue pour sa bonne question. Et il est clair qu'étant donné la nature conditionnelle de l'entrée de ses époux et de ses époux et de ses épouses, leur condition ici est vulnérable. Ils sont vulnérables aux abus domestiques parce qu'ils n'ont pas de statut ici au Canada. Et donc, le gouvernement est déterminé à changer cela
tels que tous les époux qui entrent au Canada seront les résidents permanents tout de suite. Le député de Lanark-Frontenac-Kingston. Monsieur le Président, lorsque j'ai demandé à la ministre cette semaine pourquoi le gouvernement avait un processus de consultation secret pour le Sénat, elle s'est cachée derrière les tribunaux. L'idée que les conseils au premier ministre devraient être secrets ne viennent pas des tribunaux. On dit que la pratique de nommer les sénateurs est simplement une convention. Alors, comme les tribunaux ne l'exigent pas, quelle est la raison de ce secret? La ministre des Institutions démocratiques, Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec le député. Le nouveau conseil ouvert et transparent et le processus relève de 9 Canadiens éminents qui composent le conseil consultatif. Le Dr. Don Naval-Harbour, président de l'Association des femmes autochtones du Canada, croit que la présence de nouveaux sénateurs non partisans va améliorer l'efficacité de cette importante institution démocratique. Rivière du Nord. Monsieur le Président, à Paris, le Premier ministre s'est engagé à lutter contre les changements climatiques. Hier, le gouvernement a dit vouloir tenir compte de l'augmentation des gaz à effet de serre reliés au projet de pipeline de TransCanada. Or, en plus de mettre à risque plus de 800 cours d'eau au Québec, ce projet augmentera de 40 % la production de pétrole provenant des sables bitumineux et les émissions de gaz à effet de serre qui y sont reliées. Quand est-ce que le premier ministre va réaliser que la construction du pipeline Énergie-Est va à l'encontre des objectifs qu'il s'est lui-même fixés à Paris? L'honorable ministre de l'Environnement. Merci, Monsieur le Président. Nous sommes vraiment fiers de notre travail à Paris avec un accord ambitieux. J'ai été accompagnée avec mes collègues de tous les partis. Notre gouvernement va rétablir la confiance des Canadiens dans les assessments environnementaux. Nous allons regarder les émissions à effet de serre. Ça, fait partie de notre évaluation et on va faire certain qu'on a la confiance des Canadiens. Merci, Monsieur le Président. Montigny. Monsieur le Président, la Société Radio-Canada a subi d'importantes coupes financières au cours des dernières années, mettant en péril la qualité des émissions présentées ainsi que l'accessibilité et l'information régionale au Québec. Tant en campagne électorale que depuis qu'ils forment le gouvernement, les libéraux se sont engagés à de multiples reprises à rétablir et bonifier le financement alloué à Radio-Canada. Au nom des artisans et principalement du grand public, je demande à la ministre si oui ou non elle s'engage à tenir parole en injectant. L'honorable ministre du Patrimoine. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier mon honorable collègue pour son importante question. Je tiens à rassurer la Chambre à l'effet que nous allons réinvestir dans Radio-Canada parce que nous croyons en Radio-Canada CBC, contrairement au gouvernement passé. Et voilà pourquoi je travaillais de concert avec les intervenants du milieu pour m'assurer de tenir des consultations concernant comment nous pouvons assurer de bien soutenir la Société Radio-Canada et CBC dans leur virage numérique. Merci beaucoup.